Merci de votre attention. Donc après ce sujet dense, un autre qui va nous concerner chacun de très près, un sujet de citoyen, puisque la table ronde suivante a été intitulée « L'homme est-il encore un animal politique ?» Tirons la leçon des urnes. Voilà, 3 intervenants et toujours Didier Pourquerie pour animer cette table ronde. On ne se quitte plus. Merci. Mais vous en faites pas, je vais être comme d'habitude très discret, donc c'est comme si j'étais pas là, vous en faites pas. Tu dis un mot de la thématique ou des... Oh non, c'est toi qui fais, voilà, je te laisse œuvrer. À tout à l'heure, pareil pour les questions, n'hésitez pas, voilà, nous sommes disponibles. Oui, c'est bien, il y avait beaucoup de questions sur la table ronde précédente, donc n'hésitez pas à en apporter sur celle-ci. On a parlé de tout un tas de facettes de l'identité. Là, on va se concentrer sur la facette citoyenne et les relations entre les citoyens et les hommes politiques. Pour cela, on a de la chance parce qu'on a encore une fois, trois excellents experts. Je vais les appeler. Anne-Lorraine Bujon. Gilles Legendre, monsieur le député, et enfin Jean Petot. Alors je voudrais vous présenter rapidement Anne-Lorraine Bujon de l'Estan. Vous êtes journaliste, vous êtes directrice de la rédaction de la revue Esprit. Vous avez relancé la revue Esprit. Alors, c'est juste que j'ai envie de le dire, donc je vais le dire. Redécouvrez la revue Esprit. La revue Esprit est une excellente revue qui a été relancée, nouvelle maquette, etc. C'est beaucoup de dynamisme, beaucoup d'intérêt. Bravo pour votre travail sur cette revue. Vous êtes normalienne, vous êtes agrégée et docteur en anglais. Vous avez on peut le dire, quand même une double culture française et américaine. Vous avez vécu longtemps aux États-Unis. Gilles Legendre, député Renaissance de la 2e circonscription de Paris depuis 2017. Je rappelle que vous avez été président du groupe LREM à l'Assemblée nationale et dans votre parcours, vous avez été à la fois rédacteur en chef de revues, de journaux économiques et conseiller en communication avant d'être élu. Et Jean Petot, qu'on présente, mais qu'on ne présente presque plus parce que c'est un habitué des tribunes. On est toujours hyper content de l'avoir avec nous. Vous êtes politologue, vous avez été pilier pendant 30 ans de Sciences Po Bordeaux. Vous enseignez encore? Non, vous enseignez plus? Ah bon. Vous êtes auteur d'une quinzaine d'ouvrages, dont le dernier, cette année, étudie le mythe de l'appel du 18 juin, et c'est des éditions, une édition locale aussi, Le Bord de l'eau, locale et nationale bien entendu, Le Bord de l'eau. Alors, on va parler, enfin non, c'est vous allez parler d'une question qui nous titille tous, y compris au sein de l'organisation des tribunes, qui est la relation des Français avec la politique. Souvent, on se dit même que le citoyen français ne croit plus aux politiques, ou qu'il a des images du politique qui sont comme un peu sur une scène de théâtre. Et on voit monter l'abstention. Donc tout ça, ça fait un paysage politique changeant. Alors d'un côté, bien entendu, il y a, je dirais, le théâtre des petites phrases, des réseaux sociaux, etc. Et puis, il y a les relations un peu compliquées qu'ont les citoyens avec la chose politique. Je voudrais commencer par vous, Anne-Lorraine Bujon. Est-ce qu'on fait face à une forme de dépolitisation, de désamour face aux politiques? Je sais que votre revue a pas mal traité ce sujet.
Oui, merci beaucoup de cette question et de la reprendre effectivement par là où elle nous a occupés, préoccupés à la revue Esprit. C'est vrai qu'on va dire depuis ce moment, ce point tournant qu'a été pour moi l'année 2017, avec à la fois le vote sur le Brexit, l'élection de Trump et puis l'élection surprise, souvenons-nous, à l'époque d'Emmanuel Macron. On s'est interrogé sur cette hypothèse d'une dépolitisation, donc l'idée qu'il y aurait un désintérêt des Français pour la politique et qui, je crois, est une idée très nourrie d'une vision de nos sociétés comme étant devenues férocement individualistes et donc où chacun finalement ne se préoccuperait plus que de ses intérêts privés et aurait délaissé l'intérêt général, la chose publique, le bien commun. Donc, si vous voulez, c'est un peu l'hypothèse qu'on tient de Tocqueville aussi, que dans des sociétés qui s'individualisent à l'extrême, il ne reste plus que des citoyens atomisés et l'État comme une sorte de monstre doux. Enfin, on espère qu'il resterait doux, en tout cas, et qu'on serait dans un âge post-politique. Alors, il nous semblait, nous, à la revue, que ce n'était pas du tout... c'est pas correct par rapport à ce qu'on observe, ou en tout cas, ça ne raconte qu'une partie de ce qu'on observe. Parce que ce qu'on observe, c'est qu'il y a une énergie politique évidente dans ce pays, me semble-t-il, qui s'exprime, par exemple, dans les marches pour le climat, par exemple, dans la lutte contre les violences faites aux femmes, par exemple, dans un certain nombre de mouvements et d'actions antispécistes ou écologistes. On sortait aussi du mouvement Nuit debout. Donc il est évident qu'il reste une énergie politique et des formes de mobilisation collective, mais qui reste en dehors des institutions. C'est de la politique non institutionnalisée. Elle ne passe plus par les médiations qui étaient devenues classiques, et je pense par exemple aux syndicats ou aux partis. Donc, c'est aussi ce que quelqu'un comme Bernard Manin a appelé la démocratie du public. Il fait ce constat qu'il y a eu un moment de démocratie des partis et qu'on serait passé à un âge de la démocratie du public, où le public s'agrège autour de certaines causes, mais ça peut sembler éphémère. Alors, il me semble qu'on en est là. Il me semble que le mouvement des Gilets jaunes a donné à voir cette forme de politique non institutionnelle qui n'arrive pas à se canaliser, à se médiatiser d'une façon assez extrême. On voyait là une agrégation de colère, de revendications, une demande de reconnaissance, de visibilité, de respect. Mais en revanche, refus de la délégation, refus de la représentation. Donc ça pose un problème de se demander, enfin peut-être je vais en rester là, je pourrais en dire plus tout à l'heure, mais j'ai envie d'entendre les diagnostics de mes collègues. Ça pose évidemment un problème parce que le refus d'être gouverné de cette façon, on le voit, il s'exprime avec force, je crois, le refus de jouer le jeu, une envie de sortir de ce système, une envie de rupture. Mais comment est-ce que ça s'agrège? Comment est-ce que ça devient une demande collective, articulée, élaborée? Et comment est-ce qu'on peut travailler à un projet de transformation de nos sociétés si on reste dans des mouvements gazeux? La question est ouverte. C'est ça. Et thématique. Oui, c'est-à-dire que ce sont des moments de mobilisation autour d'une cause, parfois unique, plutôt que la volonté de travailler à un projet de société global. Alors, vous avez utilisé une expression qui me semble intéressante, c'est l'énergie politique. Gilles Legendre, juste sur ce point-là, est-ce que vous sentez qu'il y a cette énergie politique en France aujourd'hui? Oui, et d'ailleurs, sans du tout m'en vanter, parce que vous verrez dans mes propos que je suis tout à fait apte à l'autocritique, cette énergie-là, c'est elle qui nous portait en 2017 et qui a fait que des gens comme moi, qui n'envisageaient à aucun moment de faire de la politique, qui étaient déjà en train de prévoir la fin de leur vie professionnelle tout court dans les activités qui les occupaient, ont décidé de s'engager autour d'Emmanuel Macron et d'un projet qui, précisément, visait à redonner une énergie politique au pays. Et force est de
constater 5 ans plus tard, donnant parfaitement raison à ce que vient de dire Anne-Lorraine, que nous avons buté sur des difficultés que nous avions très certainement sous-estimées. Et qui fait que, en effet, aujourd'hui, le système institutionnel qui théoriquement doit irriguer et faire fonctionner et animer et revitaliser en permanence la démocratie dans notre pays ne fonctionne plus. Alors évidemment, les responsables politiques prennent très cher. Le symptôme le plus objectif, c'est évidemment l'abstention que vous avez cité, Didier. C'est aussi, tout aussi objectif, les sondages qui montrent que les hommes politiques sont avec les syndicalistes et, devrais-je le dire ici, les journalistes, très très bas dans les codes de confiance. Oui, on est avec les agents immobiliers. Les citoyens. Qu'est-ce que vous avez contre les agents immobiliers, Didier ? Rien du tout, mais en tout cas, je sais que les journalistes ont le même niveau de confiance que les agents immobiliers. À une petite exception tout de même, les maires, ce qui ouvre une piste intéressante sur la question de la proximité. Et puis, plus grave que ces facteurs objectifs, j'ai vécu pendant 5 ans, et notamment la période où je présidais le groupe, des agressions matérielles et parfois physiques contre les élus qui sont devenues monnaie courante. Agression physique qui se double d'agressions moins dangereuses, mais tout aussi préoccupantes sur le plan démocratique, qui sont les réseaux sociaux, et puis maintenant sur les plateaux de télévision, où, sans que ça crée d'excès d'émotions particuliers, un homme politique, un élu de la nation, peut se faire traiter de petite merde par Cyril Hanouna. Bon, c'est bien la preuve que le climat s'est fortement dégradé. Ça, on peut le dire, ça. Fortement dégradé. La classe politique, avant nous et avec nous, a essayé de courir après tout ça, pour essayer de corriger tout ça. Je pense que nous nous sommes trompés de diagnostic. Nous avons essayé de courir en colmatant les brèches. Loi sur la transparence de la vie publique, maintenant vous ne pouvez rien ignorer de ma vie. Vous pouvez aller sur les sites internet, vous saurez quel est mon patrimoine, celui de ma femme. S'il bouge de 200 € d'un mois sur l'autre, je suis obligé de le déclarer. On a mis fin au cumul des mandats, ça c'était avant nous. On a normalisé les statuts de l'Assemblée nationale comme s'il fallait constamment s'excuser d'être un élu de la nation. Et d'ailleurs, un certain nombre de ces réformes étaient bienvenues. Caler le régime des retraites de l'Assemblée nationale, ce que n'ont pas fait les sénateurs, sur le régime général de l'ensemble de la population, c'était une bonne mesure. Mais tout ça ne compte pas. C'est bien de le faire, mais ça n'est absolument pas à la hauteur du remède. Le vrai problème, aujourd'hui, selon moi, et ça, je le vis, bon, je ne suis pas là pour faire de l'auto-analyse, mais douloureusement, parce que d'une certaine manière, c'est un constat d'erreur probable sur le diagnostic que nous avions fait en 2017, c'est le fossé majeur qui se creuse entre la complexité des problèmes, des défis que nous devons relever pour préparer un futur commun pour notre pays, pour notre nation, et les outils publics qui sont aujourd'hui en action pour le faire. Nous avons des institutions qui sont vieillies par rapport aux aspirations démocratiques de nos concitoyens, et nous avons des instruments d'action publique, c'est-à-dire les instruments qui produisent le service public, qui constamment montrent leur incapacité, leur inefficacité. La crise de défiance du citoyen vis-à-vis de la politique se situe là. Songez, pour prendre un exemple qui va être au cœur du débat public dans les semaines et les mois qui viennent, nous allons porter une nouvelle loi sur l'immigration. C'est la 29e depuis 1984. 29 lois sur l'immigration. Comment nos concitoyens ne pourraient-ils pas se convaincre que l'action publique est aujourd'hui caractérisée par une inefficacité majeure? Or, ce constat d'inefficacité nourrit de la frustration, de l'anxiété, de la colère, parfois de la révolte, qui est au cœur du désamour de la population française pour ces élites politiques. Oui, c'est ça, c'est-à-dire le désamour, non pas vis-à-vis de la politique en général, mais de ces élites. Vous ressentez ça, Jean ? Forcément, il faudrait vraiment être d'un irénisme ou d'une cécité
à la fois analytique et politique totale pour ne pas s'en rendre compte. Ce qu'a dit Gilles Legendre sur les cotes, j'allais dire, de popularité, enfin c'est pas tout à fait le terme, mais c'est l'indice de confiance qui est mesuré longitudinalement par le CEVIPOF, le Centre d'études de la vie politique de Sciences Po Paris, depuis au moins 20 ans, est tout à fait frappant. J'ajoute dans les catégories socio-professionnelles qui sont en bas de classement, ça va continuer à compléter le tableau, les assureurs et les huissiers de justice. Vous voyez, donc voilà, donc c'est effectivement pas brillant. Alors que par exemple, je ne dis pas paradoxalement, mais dans ces mêmes études sur le temps long, évidemment, la police et l'armée sont très hauts en termes de confiance et d'adhésion. Je dis bien la police. Hein. La justice, c'est sous la moyenne. Voilà. Alors, évidemment, il y a ce phénomène de désamour, mais Anne-Lorraine a très bien dit, je pense qu'on est passé de cette forme de pratique politique structurée, organisée par les partis politiques, à une forme qu'on pourrait dire, vous avez employé le terme gazeux, ou en tous les cas fluide, hein, où si je prenais la sociologie de Zygmunt Bauman, lui, il parlait carrément de société liquide. Hein, voilà. Bon. Et donc, qu'est-ce que ça signifie, ça ? Je ne vais pas faire le savant ou le cuistre, mais je rappelle quand même que dans la Constitution de la Ve République, au tout début des articles, il y a la mention « les partis politiques concourent à l'exercice du suffrage universel » et donc, partant de la démocratie. La France est une république démocratique, laïque, indivisible et sociale. Si les partis politiques sont en crise, on comprend mieux pourquoi la vie démocratique et ce qu'on appelle l'accord sur les règles du jeu connaît une difficulté, un problème majeur. J'ai en tête un texte assez ancien écrit par Michel Rocard dans les années, je crois que c'est le livre qu'il écrit quand il est remercié de Matignon, donc vous voyez, c'est 92, 93, voilà. Il a cette lucidité qui était tout à fait intéressante. Rocard, il dit jadis, les bouffons étaient assis en bas du trône et amusaient la cour. Hein. En 10-92, il dit « Aujourd'hui, les bouffons se sont assis sur le trône ». Alors, quand vous parliez d'Hanouna, c'est exactement ça. Hein. On est bien d'accord que là, on a typiquement le bouffon qui a pris la espèce de place complètement surréaliste. Alors, comment est-ce qu'on peut mesurer ce désamour ou cette désaffection ? C'est vrai que l'abstention est un élément. On y reviendra. On y reviendra. Oui. Mais on verra que c'est très compliqué aussi de comprendre et de lire l'abstention et la participation classique au suffrage universel et aux élections. Alors, maintenant, je voudrais vous poser une question autour du rapport vraiment des Français aux élus, qui est jusque-là, enfin, pendant des années, était médiatisé par les partis, c'est-à-dire qu'il y avait des partis qui étaient à peu près crédibles parce il y avait des programmes, etc. On a l'impression qu'il y a de moins en moins de programmes clairs. Et d'ailleurs, on l'a vu lors de la dernière élection présidentielle. Il y a eu peu de discussions sur des programmes, il y a eu des discussions sur des mesures, il y a eu des discussions sur des envies de changement, mais il n'y a pas eu vraiment de programme, y compris d'ailleurs pour Emmanuel Macron. Il n'y a pas eu un programme d'Emmanuel Macron, et voilà, il n'y avait pas eu les 110 propositions, je ne sais pas trop quoi. Enfin, je ne veux pas faire nostalgique, mais enfin, en tout cas, il n'y en a pas eu. Je voudrais que, Gilles, vous reveniez un peu plus en profondeur sur ce rapport aux élus. Et ensuite, je demanderai à Anne-Lorraine de son appui là-dessus. Alors, la crise des partis politiques, elle est parfaitement corrélée à ce que disait Anne-Lorraine dans son propos initial. Le parti politique, c'est l'institution par construction du collectif.
c'est-à-dire une institution, une association qui est capable de réunir un nombre important de personnes autour d'un idéal, autour d'idées, autour de programmes, parfois autour de personnes, et ça n'a rien de déshonorant, et de créer le collectif et d'instaurer en son sein le dialogue, le débat et évidemment la recherche du compromis pour que le jour venu, le parti puisse parler d'une seule voix et sur un ensemble de sujets. Et c'est surtout ça le point important. Un parti politique, ça doit être capable de parler d'écologie, de redistribution, de fiscalité, de sécurité, d'immigration, d'éducation, j'en passe, et des meilleurs. Précisément parce que je souscris parfaitement au constat que dressait Anne-Lorraine sur l'idée d'énergie politique qui aujourd'hui s'individualise, ce qui ne veut pas dire le règne de l'individualisme ni le règne du désengagement politique, mais aujourd'hui, un homme, une femme, un jeune, un vieux s'engagera à fond sur la question de la pauvreté, sujet politique par excellence, s'engagera à fond sur la question de la maltraitance animale, sujet qui a émergé avec le temps et qui devient de facto un sujet politique. Mais les autres sujets l'intéresseront moins, ou en tout cas, il ne voudra pas s'embrigader, s'engager dans un parti qui aura un point de vue et sur la pauvreté, et sur la maltraitance animale, et sur l'immigration, et sur la sécurité, et sur l'urbanisme, et sur l'écologie, etc., etc. Et ça, c'est très problématique, parce que, comme le disait Jean, aujourd'hui, le système institutionnel, par la volonté de la Constitution, s'organiserait théoriquement autour des partis. Or, aujourd'hui en France, tous les partis sont au tapis. Les vieux, ce qui nous a permis de réaliser ce que le président de la République avait lui-même appelé ce hold-up de 2017, mais le nôtre ne va pas beaucoup mieux, à tel point que 5 ans après, il a fallu que nous mettions fin au parti que nous avions créé en 2017 pour en créer un autre en lui donnant le nom, je trouve pour ma part un peu prétentieux, de Renaissance, ce qui prouvait bien que nous avions échoué dans notre tentative précédente. Et les forces qui ont conduit les partis traditionnels au tapis sont les mêmes qui nous ont empêchés, nous, d'émerger et de bâtir le projet que nous ambitionnions de construire en 2017. La crise est donc extrêmement profonde. Et c'est la raison pour laquelle, alors je m'exprime ici mi de façon collective, mi de façon personnelle, nous devons très vite remettre au cœur de notre pays un projet de réinvention démocratique de très grande ampleur. Et si j'ai un sentiment de frustration, parfois de déception, c'est que malheureusement, sur ce plan-là, nous avons réussi beaucoup de choses pendant 5 ans. Nous avons réussi, je ne sais pas s'il est là, si Bernard est là, nous avons réussi notamment à relancer une dynamique européenne, et ça nous le devons à l'engagement, à l'action du président de la République. Nous avons réussi à remettre l'économie sur de bons rails, ce qui est fondamental et qui manquait tant à notre pays. Mais sur cette question centrale, d'où dépend tout le reste de l'action publique, cette question centrale de la revitalisation démocratique, le travail reste à faire et nous ne savons pas très bien comment nous y prendre, parce que c'est un travail d'une très grande complexité, parce qu'il se fait à un moment où le pays doit affronter des défis d'une telle complexité que les bons outils pour y répondre ne sont pas forcément évidents aux yeux de tous. Alors justement, je m'arrête là-dessus parce que le mot complexité, que vous avez employé pas mal, il est très souvent pris par les citoyens de base comme une manière de noyer le poisson. C'est-à-dire, c'est compliqué, donc on va laisser les experts complexes, donc on va laisser les experts s'en occuper, etc. Anne-Lorraine Bujon, comment vous réagissez par rapport à ça? C'est-à-dire, en plus, j'ai une autre question juste après sur l'aspect de démocratie directe des conventions citoyennes, etc. Allez-y. Oui, alors vous avez dit un mot très important avec ce mot d'expert. En fait, moi j'ai le sentiment, enfin j'ai que des bribes, je n'ai pas de réponse, j'ai surtout beaucoup de questions, mais qu'on est dans un moment très particulier où il y a différentes dynamiques de fond
qui viennent de loin, qui s'expriment en même temps. La première, ce serait cette idée justement qu'il n'y a plus assez de conflictualité dans les démocraties libérales occidentales aujourd'hui. C'est-à-dire que depuis les années 90, en gros, Thatcher, Reagan, la libéralisation, la dérégulation, on a ce sentiment que there is no alternative. C'est la fameuse phrase de Margaret Thatcher. Et que dans le fond, il n'y a plus la possibilité d'opposer des modèles de société ou des régimes politiques vraiment différents les uns des autres, et qu'on est juste dans la gestion de solutions. Donc dans une forme de gouvernement technocratique, c'est ce qu'on reproche beaucoup à l'Union européenne, par exemple, technocratique ou bureaucratique, où on pourrait comparer différentes manières de faire les choses, plus ou moins efficaces, plus ou moins réussies, mais il n'y a plus vraiment d'opposition qui s'exprime sur les finalités. Or, évidemment, la démocratie, elle se nourrit de consensus et de dissensus. Il faut quand même pouvoir exprimer des différences de point de vue, de vision du monde, de valeurs, de convictions. C'est au cœur je crois, l'énergie démocratique, encore une fois. Donc, il me semble qu'on arrive un peu à l'épuisement de ce cycle, avec un besoin de reprendre des questions de fond sur les projets de société dont on veut, et le sentiment que les partis politiques, pour revenir à ce sujet, finalement, sont tous pareils. Ils sont tous les mêmes. Ils proposent tous la même chose. Ce discours, on l'entend tout le temps. Ils sont tous les mêmes. On l'entend de la part des extrêmes pour nourrir une volonté de rupture parfois violente. Et il est très dangereux, mais je pense que c'est un sentiment partagé par beaucoup de citoyens, que les partis politiques ne sont plus assez différents les uns des autres. Deuxième dynamique qui me semble très importante, c'est la dynamique charismatique. Vous savez, c'est l'opposition entre le charismatique et le légal rationnel. Et donc, on est dans des formes d'hyper-personnalisation de la politique, évidemment. Si on regarde ce qui ressort du débat politique dans les médias, à la télévision, par exemple, ça n'est plus que des oppositions de personnes, de personnalités. Et c'est vrai à droite comme à gauche. Je pense qu'il y a eu un moment très important de ce point de vue-là, ça a été l'élection de Barack Obama, qui a été médiatisée. Enfin, c'était une vraie rockstar, quoi, Barack Obama. Et donc, bon, il y a plusieurs étapes dans ce processus, mais aujourd'hui, on en est vraiment là. Et si on regarde lors des dernières élections, on a effectivement des partis qui n'ont plus grand-chose à dire ou qui ne sont plus crus ou crédibles. Et on a des mouvements qui s'agrègent autour de personnalités. La France insoumise autour de Jean-Luc Mélenchon, Renaissance autour d'Emmanuel Macron et le Rassemblement national autour de Marine Le Pen. Donc il y a cette dynamique charismatique. Mais en même temps, il me semble qu'on est aussi dans un mouvement anti-charismatique, c'est-à-dire de rejet justement de cette façon de faire de la politique, avec les mouvements dont on a parlé, qui sont pour le coup dans une sorte de refus de la délégation ou de la représentation. Voilà, refus de la représentation. Des mouvements qui ne veulent plus se choisir de porte-parole. Là encore, les Gilets jaunes, c'était très très parlant. Pas le droit de parler au nom du collectif. Personne ne peut prétendre parler au nom du collectif. Donc il y a un refus là de la délégation de pouvoir et une crise de la représentation qui est une crise très profonde. Et à mon avis, il faut prendre représentation dans tous les sens du terme. Qui me représente au Parlement ? Comment je me représente ma vie et le monde? Comment je me représente ces problèmes très complexes auxquels nous savons tous que nous devons faire face? Et donc des mouvements qui restent à l'état de révolte, de refus, parce qu'on n'arrive pas à agréger cette parole collective et un projet de transformation du monde qui est à la base du politique. Oui, Jean Petot, sur l'espèce des amours des partis ou le fait que les partis se désagrègent et le fait qu'il y ait cette demande de démocratie directe, comment un politologue analyse cette période française? C'est forcément très compliqué parce que le fait même, par exemple, de commencer à réfléchir, s'interroger, observer des mouvements, je pense aux Gilets jaunes, puisque ça a été évoqué par Anne Lorraine, mais d'autres. On pourrait aussi traiter de la question des ZAD, des zones à défendre, qui se sont multipliées, alors évidemment, un peu sur le modèle de Notre-Dame-des-Landes, avec un même processus. Vous savez, les journalistes étaient confrontés, quand ils voulaient couvrir
qu'ils allaient sur le terrain, tous les intervenants s'appelaient Camille. Ils ne voulaient pas même se distinguer des uns des autres, ce qui au passage peut permettre aussi une lecture qu'on pourrait qualifier d'assez globale dans les comportements, quand l'individu est à ce point, j'allais dire, effacé. Le fait de s'intéresser à ces questions-là peut amener aussi à leur donner une importance qui est, j'allais dire, disproportionnée par rapport à la réalité du phénomène dans la société. Alors je sais bien que, en disant ça, je suis borderline en matière de politiquement correct, en matière de recherche, mais la constitution de l'objet, enfin c'est une question classique en matière d'épistémologie, constitue aussi un élément qui permet de le chosifier aussi, ou qui amène à le réifier. Bon. Alors, pour autant, il est incontestable, effectivement, qu'il y a cette mise en cause du processus de représentation et de délégation. Et ça, c'est une question, j'allais dire, qui est très ancienne. Elle se pose quasiment au père fondateur, je parle sous votre contrôle, vous êtes certainement beaucoup plus experte que moi, dans la démocratie américaine. Si on a inventé les grands électeurs, je crois que ce n'est pas par hasard aux États-Unis. Cette couche intermédiaire entre we the people, mais enfin le people, c'est pas lui qui élit directement au suffrage universel direct le président des États-Unis, puisqu'il était fait référence à Barack Obama. Mais cette question-là se pose aussi, bien sûr, aux révolutionnaires français. Je rappelle qu'il y a des textes extraordinaires de Condorcet qui réfléchit à comment faire passer ce qu'on appelle l'expression des individus quand ils votent à l'agrégation des votes dans un processus de représentation. Le paradoxe de Condorcet, c'est lumineux pour cela, puisque ça permet sur le papier de changer le résultat d'une assemblée sans aucunement tricher, simplement en faisant ce qu'aux États-Unis on appelle le fameux gerrymandering, c'est-à-dire le découpage, en français dans le texte, le charcutage. Donc c'est pour dire que cette question-là de la représentation, elle est essentielle. Mais je voudrais revenir quand même aux partis politiques, parce que je pense qu'on n'a pas forcément encore compris, ou peut-être on est en train de le faire, mais les conséquences sinon leur disparition, que disait Gilles, c'est-à-dire le fait qu'ils soient au tapis. Les partis politiques, ce n'était pas simplement des écuries pour préparer des candidats ou pour sélectionner des candidats. Ce n'était pas non plus, comme on dit, une façon d'agréger les demandes. C'était aussi des cultures et parfois même des contre-cultures extrêmement fortes qui avaient une dimension sociale, on pourrait presque dire éducative, d'éducation populaire, très clairement. Alors, c'était sans doute plus fort dans ce qu'on appelait les partis de masse par rapport aux partis de cadre. Oui. On est bien d'accord. Mais ça générait, je pense au très beau travail dans les années 90 de Bertrand Pudal qui s'appelait Prendre parti, sur la socialisation au Parti communiste. C'était aussi, je crois, une manière de comprendre le monde. Qui était certainement... Alors, elle était idéologique, bien sûr, ce serait quand même la moindre des choses. Je ne vais pas faire de comparaison scabreuse, mais enfin bon, les églises et l'Église catholique, elle était plutôt destinée à avoir une compréhension, on va dire, catholique du monde. Enfin, cette cosmogonie, elle était forcément orientée. Mais toute cette dimension de la socialisation et de du vivre ensemble dans un combat commun pour, en particulier, exprimer des idées. Ça, c'est ce que disait Georges Lavaux dans la définition de la fonction tribunicienne des partis politiques, même si c'était, pardon de le dire de manière triviale, même si c'était pour gueuler, même si c'était sans espoir d'avoir le grand soir demain. C'était une façon aussi de se retrouver soi-même dans un collectif. Alors, la question qu'on a envie de poser à un député aujourd'hui, enfin, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est s'il y a une multiplication des conventions citoyennes, des appels directs aux citoyens sur beaucoup de sujets, comment ça va s'articuler avec la représentation ? Ça,
C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a un problème, on fait une convention citoyenne, on va former les citoyens, on va les écouter, et ensuite on va faire comme s'ils n'avaient rien dit, en l'occurrence, dans certains cas, mais en tout cas, on va pas les... Mais enfin, en tout cas, on va mettre en place une sorte d'organisme intermédiaire, c'est ça? Alors, il faut être très précis là-dessus. Il y a deux manières de consulter ou de solliciter plus précisément le citoyen. Soit nous le consultons, soit il a le pouvoir de décision. Le pouvoir de décision, c'est par exemple le référendum, qui n'est pratiquement plus utilisé en France pour un tas de raisons. Les dirigeants, l'exécutif qui a la main sur cette initiative aujourd'hui, ça pourrait évoluer. On pourrait aussi donner la main aux citoyens dans le cadre de référendums d'initiative partagée. Moi, j'y suis très favorable. Mais à ce moment-là, il décide. On lui dit, est-ce que vous êtes pour telle ou telle adoption de telle ou telle loi, par exemple sur la fin de vie? Est-ce qu'on fera ça? Est-ce qu'on ne fera pas ça? Je doute qu'on le fasse, mais ça pourrait être un sujet. Bon, ça, c'est la décision. Et puis, il y a la consultation. C'est-à-dire qu'on considère que pour éclairer la décision de l'exécutif, du gouvernement et de la majorité et du Parlement, on consulte le citoyen pour éclairer son jugement. La difficulté qu'on a eue avec la Convention citoyenne pour le climat, qui est la principale initiative qui a été prise au cours du premier mandat, c'est qu'on a mélangé les deux. C'était une bonne idée de réunir 150 citoyens qui, pendant des semaines et des semaines, ont travaillé, ont élevé très fortement leur niveau de compétence et d'expertise sur des sujets que beaucoup d'entre eux ne connaissaient pas au départ. À l'arrivée, ils sont devenus des bons spécialistes de la question écologique. Mais on a commis deux erreurs. La première erreur, sur la feuille de route, on leur a dit « il faut que vous proposiez des idées, des mesures, des réformes qui permettront de décarboner l'économie ». Et puis le deuxième objectif que vous avez à tenir, c'est que vous le fassiez dans le respect d'une justice sociale. C'est-à-dire que les plus fragiles n'aient pas à payer plus cher que les autres cette décarbonation de l'économie. On a oublié un troisième pilier. Le troisième pilier, c'était de dire il faut le faire dans un calendrier, dans une transition qui ne mette pas l'économie par terre. Et du coup, quand les propositions sont arrivées, c'est nous, les députés, qui avons dû prendre en charge cette troisième dimension, dégradant de facto, puisque ça c'est au cœur du défi écologique, dégradant de facto les deux autres facteurs. Mais la deuxième erreur que nous avons commise, je le dis nous pour que surtout ne soit pas mis en cause ou en doute le profond respect que j'ai pour celui qui l'a commise, c'est de dire aux conventionnels, nous allons prendre vos propositions sans filtre. Ce qui a tout été compris par tout le monde en disant « ah ben c'est nous qui avons décidé. Et donc, nous allons trouver 100% de nos propositions dans la loi. » Non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Instruits par l'expérience, nous avons lancé il y a un mois, dans le cadre du Conseil économique, social et environnemental, une grande consultation sur la fin de vie. À aucun moment, il n'a été dit que cette convention rédigerait le texte qui, le cas échéant, sera soumis au Parlement. C'est le Parlement qui, évidemment, prendra la décision, mais éclairé par le débat citoyen qui aura traversé le pays sur cette question ô combien essentielle. Voilà, donc on avance, de façon parfois un peu chaotique. Il vaut mieux tenter que ne rien faire, il vaut mieux se tromper que de rester les bras ballants face à une aspiration qui, je crois, traverse notre pays. On ne peut plus faire fonctionner la démocratie française en se contentant de dire à nos concitoyens « vous aurez le droit de prendre la parole tous les 5 ans, et puis pendant les 5 ans, vous n'avez qu'un droit, c'est de la fermer ». Il y a quand même un point, hein, parce que vous parliez du Conseil économique, social et environnemental, du CESE. Le CESE a fait beaucoup d'efforts dans la dernière période, depuis grosso modo 15 ans, pour vraiment arriver à... C'est pas pour que j'ai pas d'intérêt hein, à défendre le CESE, mais je me rends compte qu'il a vraiment été une force de proposition, une force de débat et un lieu où on pouvait débattre. Pourquoi faut-il rajouter encore des conventions, des conseils nationaux, etc., alors que l'institution existe dans notre Constitution ?
Alors, je rejoins parfaitement ce que vous avez dit sur l'évolution du CESE. Simplement, pour transformer le CESE, il fallait que nous passions par une réforme de la Constitution. Comme ça n'a échappé à personne, nous n'avons pas pu procéder à des réformes constitutionnelles pour des raisons, évidemment, de procédure de réforme constitutionnelle qui sont très lourdes, et nous n'y sommes pas arrivés pendant le premier mandat. Nous avons réformé à la marge le Conseil économique, social et environnemental dans la loi ordinaire ou la loi organique, peu importe, tout ça est très technique, mais c'est donc une réforme limitée. Le Conseil économique, social et environnemental, dans sa forme actuelle, reste composé de représentants institutionnels, tout à fait respectables, mais les forces vives. Oui. Les citoyens ne siègent pas. Les citoyens lambda, le citoyen de base, le citoyen simple citoyen, ne figurent pas. Et c'est pour ça, c'est une façon de reconnaître le rôle important du CESE dans cet échelon de démocratie participative. Maintenant, c'est le CESE qui est chargé d'organiser ces conventions, et il le fait très bien, il le fait actuellement sur la fin de vie. Il était aussi très actif et très engagé sur la Convention citoyenne pour le climat. Mais vous savez, dans ce domaine, on est en pleine expérimentation, et il faut avoir l'humilité de se dire qu'on n'aura pas bon tout de suite. En plus, on ne va pas se raconter d'histoire. Il y a beaucoup d'ambiguïté dans cette question de la participation citoyenne. Je le vois au niveau local, dans les circonscriptions, dans les arrondissements de Paris, dans les communes. Les budgets participatifs, les conseils de quartier, qui sont des sortes de micro-institutions de démocratie participative, ne marchent pas si bien que ça. À Paris, les conseils de quartier, c'est 5 ou 6 personnes, toujours les mêmes, qui sont là pour pousser leurs idées, et c'est d'ailleurs très respectable, mais leur représentativité et leur capacité à représenter l'ensemble d'un arrondissement peut être très clairement mise en doute. Il y a de l'ambiguïté autour de tout ça. Donc, il faut y aller. Il faut y aller parce que c'est une aspiration profonde, mais il faut y aller sans angélisme, sans naïveté. Alors, je sais qu'il y a des questions, chère Camille, mais je voudrais quand même que Jean nous parle de l'abstention. Alors, Jean, ça va être un défi que je vous lance. Vous allez devoir nous parler, parce que ça remonte tout le temps, cette idée de l'abstention. Le sujet de votre table ronde, il peut être résumé à ça, en disant ben, les gens ne vont plus voter. Alors, c'est vrai que les gens ne vont plus voter, et qu'est-ce que ça dit ? 2 questions et une réponse rapide. Alors, c'est vrai que les gens ne vont plus voter en tendance, c'est-à-dire qu'il y a une abstention qui croît de manière assez régulière en termes de pente. La pente est à la hausse. Bon. Et ceci concerne toutes les élections, hein, des présidentielles aux élections municipales, et je rajoute les référendums. Hein, quand vous savez que, par exemple, le référendum qui a porté sur le changement du septennat au quinquennat, c'est quand même pas rien hein, comme réforme. Ça change, à mon sens, complètement la vie politique française. C'est 2000, ça a été adopté, alors je ne vais pas faire la question et vous mettre au piège, par combien de Français par rapport aux inscrits ? 18,5% des Français ont adopté, ont dit oui. Alors vous allez dire les noms, c'était 6 et des poussières par rapport aux inscrits, mais voilà. Hein, bon. Donc, le référendum, au passage aussi, sur cette difficulté. Alors, l'abstention augmente, alors évidemment avec des cas très particuliers, des situations de conjoncture, comme on a connu effectivement en 2020, erreur à mon sens funeste d'avoir permis ces élections municipales de se tenir, premier tour et deuxième tour, 14 semaines entre les 2 tours, enfin on n'a jamais vu ça, et une abstention qui est sur les municipales absolument phénoménale, puisqu'elle était à l'échelon national de 55,25% au premier tour et de 58,6% au second tour. Cela dit, quand on regarde dans le détail, on constate que des effets de conjoncture jouent considérablement. Par exemple, pour le binôme présidentiel législatif de 2022, c'est-à-dire le fait que les Français ont pu voter 4 fois en premier, deuxième tour, dans les 2 cas, puisqu'il y a eu pratiquement tout le temps des deuxièmes tours aux législatives de juin 22. Et bien là, on constate que l'abstention qu'on appelle systématique, elle est plutôt en baisse, c'est-à-dire le fait que
les Français n'ont voté à aucune de ces 4 élections, ça baisse. On constate que, par exemple, aux législatives, c'est un peu la surprise, il y a une très belle enquête de l'INSEE nationale qui est sortie il y a 8 jours. Je la recommande parce que vous verrez en particulier les relations région par région, où la Nouvelle-Aquitaine, puisque nous sommes en Nouvelle-Aquitaine, est maintenant la région championne de la participation électorale, devant la Bretagne, maintenant qui avait longtemps le premier rang. Mais ce qu'on constate, c'est que c'est la tranche des 24-29 ans qui désertait les bureaux de vote. On commence à voter. Pourquoi? Parce que là, il y a eu une alternative politique. On en pense ce que l'on veut. Ça, c'est un autre débat. Mais le fait qu'il y ait eu une forme de dramatisation, entre guillemets, de ces législatives, qui, d'ailleurs, connaissent une baisse structurelle de participation depuis 2002, c'est-à-dire depuis cette fameuse application de l'inversion du calendrier. C'est spectaculaire. Et bien là, les législatives de 22, 20 ans après, ont connu une augmentation. Alors donc c'est compliqué. Je voudrais terminer par une anecdote, très vite. Je vais vous raconter l'histoire du petit village de Pennes-le-Sec. Alors il n'y a pas de jeu de mots, il n'y a pas du tout de jeu de mots. Pennes-le-Sec, c'est un village de 40 habitants dans la Drôme. C'était la circonscription d'Hervé Mariton. Alors à Pennes-le-Sec, aux élections législatives de 2017, il y avait 40 habitants, il y avait 15 inscrits, il y a eu 3 votants, un blanc et 2 exprimés. Les 2 exprimés étaient pour la France Insoumise. Et puis en 2022, alors sur la circonscription, c'est une collègue à vous, Gilles, Célia de Laverne, qui avait gagné. Mais là, elle a été battue en 2022 par une candidate écologiste avec l'étiquette NUPES, s'appelle Marie Pochon. Alors là, c'est très drôle. Il y a eu à Pennes-le-Sec 9 votants sur 14 inscrits. Et puis, la candidate écologiste a fait 9 voix au deuxième tour. C'est extraordinaire parce que là, c'est carrément le secret du vote qui n'est plus respecté puisque par définition, on connaît le vote de ces 9 votants dans ce village. Je veux dire par là, c'est anecdotique, mais que l'abstention, et vous voyez comment elle a été importante puisque au deuxième tour de 2017, il y a eu 0 votant à Pennes-le-Sec, 0 votant à Pennes-le-Sec. Eh bien l'abstention, elle est aussi, il faut la regarder au plus près parce qu'elle est aussi parfois très conjoncturelle et très liée au contexte politique du moment. Ça permet en particulier des variations qui peuvent atteindre parfois au plan national plus de 10%. J'étais trop long. Non, c'était très bien de le dire, mais je voulais absolument qu'on ait ces éléments en tête. Quelles sont les questions, cher ami? Alors, une question justement sur le phénomène de dépolitisation, ou de l'abstention, ça en fait partie. Ce phénomène est-il franco-français? Qu'est-ce qu'on observe dans d'autres pays démocratiques, occidentaux? Voilà. Anne-Lorraine. Sur l'abstention, c'est très intéressant parce qu'en fait, aux États-Unis, où on est dans un moment d'extrême polarisation et de dramatisation des enjeux, on voit là, sur tous les derniers cycles électoraux, remonter la participation. Donc aux États-Unis, il y a traditionnellement eu un problème d'abstention assez grave. Les gens votent très peu. Il faut savoir aussi que le système électoral est très complexe, qui vote à chaque fois pour beaucoup de candidats, beaucoup d'élections et beaucoup de sujets différents en même temps. Mais c'est vrai que c'est un système qui donne un poids peut-être démesuré à certaines minorités très mobilisées. Au détriment d'une majorité qui a tendance à s'abstenir ou à ne pas s'exprimer. Mais depuis l'élection de Donald Trump, en fait, on voit remonter la participation de façon très spectaculaire, ce qui tendrait à montrer que quand les enjeux sont réels et sont perçus comme tels, les gens se déplacent. Donc c'est aussi quelque chose que disait Bernard Manin dans ce livre sur la démocratie du public, où il disait, dans le fond, c'est devenu des élections un peu à la carte. On y va quand on sent que l'enjeu est considérable. Et si on a le sentiment que son vote ne changera pas grand-chose, eh ben on n'y va pas. Et qu'est-ce qu'on observe dans d'autres pays du Nord ou pardon? Non, je ne voudrais pas interrompre votre dialogue, mais j'aurais bien aimé rajouter une notion. La fatigue démocratique, elle touche en effet quasiment toutes les vieilles démocraties. Et certains pays qui ont retrouvé la démocratie plus tardivement, ce qu'on appelle maintenant les démocraties illibérales d'Europe centrale. Il y a une spécificité française, néanmoins, un questionnement récurrent sur l'efficacité des institutions,
64 ans après leur création, les institutions de la Ve République montrent certaines limites, et notamment une hyper-concentration du pouvoir de l'exécutif et un travail parlementaire. Je peux en témoigner, j'étais à minuit dans l'hémicycle pour vivre une séance probablement historique par le chaos qui s'y est déployé. Pour la première fois depuis des années, des huissiers, à plusieurs reprises, ont dû intervenir pour éviter que des députés en viennent aux mains. C'est bien la preuve qu'il y a un tout petit problème. Et la deuxième spécificité française, c'est une défiance vis-à-vis du service public. Or, le service public, c'est in fine le produit de l'institution politique. Nous sommes là pour proposer, pour offrir ou vendre par l'impôt à nos concitoyens des services publics de qualité qui répondent aux grands enjeux du moment, à leur protection, aux transformations du pays. Or, en France, la défiance vis-à-vis des services publics atteint des taux records. C'est donc bien sur ces deux aspects, les institutions et l'action publique, qu'il faut absolument agir. C'est le sens du Conseil national de la refondation que le président de la République a lancé sur un certain nombre de grands thèmes essentiels, l'écologie en tête, et ce sera aussi le sens de la commission transpartisane sur les institutions qui verra le jour probablement au début de l'année 2023. Jean Petot, vous vouliez ajouter un mot ? Juste pour donner un petit élément peut-être d'optimisme à Gilles Legendre, en 1967, Gaston Defferre, qui était président du groupe parlementaire FGDS, s'est battu en duel à l'épée avec Henri Ribière, un député gaulliste, dans les fossés, je crois, du château de Vincennes. Voilà, je me retrouve très optimiste. Bon, alors, non mais je précise, alors, je ne sais pas si Bernard Guetta est dans la salle, mais alors, cette question de la comparaison européenne, effectivement, je pense qu'il serait très outillé pour y répondre. Il a écrit un de ses derniers livres qui était L'enquête hongroise, qui était passionnant sur l'évolution de ce que vous avez appelé, Gilles, le phénomène de l'illibéralisme. Très clairement, par exemple, en matière d'abstention, en France, les européennes de 2009, il y a 59% d'abstention. 10 ans plus tard, en 2019, on est passé à 49%. 10 points de baisse d'abstention par rapport à ces élections européennes considérées traditionnellement comme les moins participatives, si je puis dire, pour les Français. Ailleurs, je pense que le phénomène est comparable à la France en matière de repli, de mobilisation. Merci. Merci pour ces éléments de réponse. Encore deux questions. L'une sur, voilà, à l'heure de la mondialisation économique et donc de toutes les interdépendances qui augmentent et des contraintes aussi apportées par l'Union européenne, y a-t-il encore une marge de manœuvre pour les dirigeants, finalement, d'avoir des vrais projets différenciés, des vrais projets politiques différenciés? Oui, et pour la raison qu'a dite tout à l'heure Anne-Lorraine, le modèle unique, tant sur le plan géopolitique à partir de la chute du mur de Berlin, que sur le plan économique avec cette sorte de mythe de la mondialisation heureuse, avec l'hyper-financiarisation et l'idée qu'il n'y avait de politique économique que d'option unique, si vous voulez. Ça a volé en éclats. Et le hasard ou les circonstances ont voulu que tous les signaux se mettent à clignoter en même temps, avec la crise sanitaire, avec la crise géopolitique, avec la guerre en Ukraine qui a été commentée dans la table ronde précédente, et évidemment les conséquences économiques violentes de ces deux éléments, et évidemment la transition écologique. La complexité aujourd'hui, c'est que précisément, on n'est pas du tout au clair sur ce qu'il va falloir qu'on fasse. On n'a plus un modèle unique. Alors, c'est peut-être une bonne nouvelle du point de vue démocratique, parce que ça va nous obliger à réintroduire du débat, de la controverse, des options. Mais le premier sentiment qui étreint les responsables politiques, c'est une sorte de sidération et de grandes difficultés à trouver les bonnes solutions et les bonnes voies. Merci. Et puis une dernière question. Vous parliez de cette énergie politique qui se traduit dans les différents engagements, dans les différents combats du moment. Et pourtant, ça ne se traduit pas en politique. Alors concrètement, est-ce qu'il y a déjà quelles sont les pistes envisagées pour amener ces mêmes personnes finalement peut-être à s'engager politiquement, enfin à le traduire dans le système politique tel qu'il existe ou...
Alors, moi, j'ai pas de réponse. Quels sont les ponts? J'ai pas de réponse toute trouvée à cette question, mais je pense qu'en fait, elle est très liée à la précédente. C'est-à-dire que ce qu'on a senti s'exprimer, il me semble, dans les derniers cycles électoraux, c'est cette angoisse, effectivement, d'avoir perdu le contrôle. Enfin, on se souvient du slogan pour le Brexit, Take Back Control. Nous, dans nos dernières élections, c'était la question de la souveraineté qui revenait avec insistance, c'est-à-dire effectivement, quelle marge de manœuvre est-ce qu'on a? Est-ce qu'on est encore maître de notre destin dans cette mondialisation? Et j'ai juste envie de répondre sur l'importance de la question des échelles, qui a déjà été, il me semble, évoquée par Jean et par Gilles, et l'importance de la politique locale. Pas que le localisme soit une solution magique, ça ne l'est absolument pas, et on connaît justement la réalité de ces interdépendances, on a pu les mesurer lors de la crise, mais il est vrai aussi qu'il peut se jouer des processus de consultation, de participation, de délibération à l'échelle locale qui nous permettent de reprendre prise ou de reprendre pied. Et je pense aussi que la question écologique est absolument centrale aujourd'hui et qu'elle souffre d'un défaut de politisation. Enfin, ce que je veux dire, c'est que par rapport à la question de la crise climatique, on a tendance à se représenter les choses comme une forme d'urgence terrible, avec la catastrophe ou l'apocalypse comme seul horizon. Or, on ne peut pas faire de politique dans l'urgence. Ça a été vrai aussi pour la crise. On a besoin du temps long. Si la question c'est quel projet de société voulons-nous bâtir, il faut bien se dire qu'on a un avenir devant nous et il faut retrouver le temps long. Dans l'urgence, on ne peut pas faire de la démocratie. Donc je crois qu'il faut absolument lutter contre ce discours de l'urgence. Il y a des questions urgentes et il faut s'en saisir, mais il faut arriver à retrouver une capacité à se projeter dans l'avenir. Dernier point, Gilles. Oui, parce que Anne-Lorraine me tend une perche sur un sujet qui me tient à cœur. Oui, il faut du temps long, alors que toute notre institution, le fonctionnement démocratique, le rythme des élections raccourcit constamment les échéances et les horizons. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, ça y est, on est déjà en train de penser à l'élection présidentielle de 2027. À peine a-t-on réélu le président de la République, et notamment parce qu'il ne sera pas rééligible en 2027, on est déjà en train de penser au coup d'après, et les stratégies politiques et individuelles, et je peux vous dire que je les vois de près, sont déjà en train de se déchaîner. Et par ailleurs, un sujet que je n'ai pas évoqué dans nos propos, mais qui, à mon avis, fait aussi partie du tableau, c'est le rapport entre la science et la politique. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les recherches de solutions, et notamment en matière de transition écologique, nous pâtissons, j'allais dire, d'un scepticisme assez général vis-à-vis du progrès scientifique, de la raison, de la rationalité. Je reprends l'exemple de la séance de cette nuit, parce que, vous l'avez compris, elle m'a un petit peu traumatisé. C'est pas seulement parce que la nuit était courte après. Le débat central portait sur la question de la vaccination. Et nous avons vu se dresser une alliance extraordinairement bizarre entre des forces politiques que rien ne réunit, incarnant une forme de scepticisme assumé vis-à-vis des vaccins. C'est un droit légitime, et je suis sûr que si nous faisions un sondage dans cette salle, il y aurait beaucoup de gens qui, en effet, émettent fortement de doutes vis-à-vis des vaccins. Et bien, ce fait-là est un fait générateur. Il y a 15 ans, il y a 20 ans, nous n'aurions probablement pas eu ce débat au cœur du débat politique. Et donc, il y a véritablement une nécessité, une obligation de réintégrer, mais aussi en sachant l'accueillir, en sachant la vulgariser, en sachant la partager, la question scientifique dans la décision politique. Je ne peux être que d'accord avec ça. C'est une très bonne idée. Je voudrais remercier nos trois intervenants, à la fois pour leur expertise, mais aussi pour leur sincérité, parce que c'était des interventions très sincères. Merci beaucoup. Et signaler la dédicace des ouvrages de Jean Petot. Voilà, 2 ouvrages, Alain Rousset et la décentralisation de la République, et l'appel du 18 juin 40. Voilà. Vous êtes disponible pour dédicacer les livres.